On est de retour sur la chaîne Basket Session Reverse. Vous connaissez Shai, CQFR. On a parlé il y a quelques jours, on avait un peu discuté des Clippers dans un podcast et on se demandait, mais de toute façon, les Clippers, on ne sait pas comment les juger. Qu'est-ce que ça donne? Est-ce qu'on prend que sur le papier? Qu'est-ce qu'on fait de Kawhi Leonard? Eh bien, écoute, Shai, on est le 25 septembre. La saison commence dans un mois et Kawhi Leonard, on ne sait toujours pas s'il sera prêt ou non. Je te laisse nous en dire un peu plus. Il a subi. Non, pardon. Je commence à en dire un peu plus. Il a subi une intervention au genou pendant l'été et apparemment le genou est toujours gonflé. En gros, il peut pas faire le training camp normalement. Je mets mon chapeau de complotiste tout de suite pour dire qu'ils ont volontairement caché l'information selon laquelle il a été opéré pour ne pas freiner la campagne d'abonnement pour la nouvelle salle et tout ça. Parce qu'à mon avis, là, l'information, donc pour revenir, je retire mon chapeau de complotiste, l'information donc de Shams Charania, qui d'autre maintenant, de toute façon, c'est que Kawhi a donc subi une intervention pendant l'intersaison au genou, qui sera du coup ménagé pendant le training camp, qu'ils sont optimistes quant à sa participation au début de la saison, mais qu'ils ne garantissent pas encore sa présence et sa présence à 100%. En gros, il va juste travailler son genou, renforcer son genou pendant le camp, mais il ne va pas faire de basket à proprement parler. Et c'est forcément inquiétant quand on connaît l'historique de blessures de Kawhi, l'historique de prudence vis-à-vis de ses blessures et du fait que souvent quand il est un peu blessé, il joue pas. Et sans Kawhi, cette équipe, c'est pas du tout la même chose. Et les ambitions que cette équipe peut avoir et que nous, on peut voir pour elle, ça change du tout au tout. T'as raison, on en parlait l'autre jour en se disant que si tout va bien, si tout clique, si les planètes s'alignent, l'effectif est sympa, le coach est bon. Kawhi, la saison dernière, il a été très bon quand il a joué. Il a joué 68 matchs, je crois, avant d'avoir ses soucis et de pouvoir jouer que 2 matchs en play-off. Si tout s'aligne, ça va. C'est une bonne équipe qui peut clairement jouer les play-offs. S'il n'y a pas Kawhi, même juste sur le début de saison. Et si on sait déjà qu'il y a des problèmes de genoux avant même le démarrage de la saison, c'est pas très rassurant, quoi. Je dis ça et c'est un euphémisme. Hein. Ouais, moi je suis d'accord avec toi. En fait, c'est pas tant juste est-ce qu'il sera là au début de saison, c'est que tu as raison. Quand il a une blessure, Kawhi, on sait que c'est le début de. Il va y avoir du load management, il va y avoir des périodes où on va éviter les setbacks, il va y avoir des périodes où on va éviter, ou dès qu'il y aura une douleur, ce qui est compréhensible après, cela dit, c'est son corps, c'est un athlète, je ne peux pas me permettre de juger, j'ai pas, enfin tu vois, on n'a pas les sensations de son corps, mais on se doute qu'il va manquer en fait. En fait, je sens la saison, je pense que tu penses pareil, où on sait qu'il va pas jouer plus de 60 matchs, quoi. Voire peut-être même moins que ça. En tout cas, c'est déjà l'impression que ça donne aujourd'hui. Alors peut-être c'est une impression pessimiste et hâtive, mais il y a ce côté de se dire, bah ouais, les Clippers, il y a un tiers de la saison, ils vont devoir jouer sans Kawhi et trouver des solutions sans Kawhi. Et dans une conférence Ouest aussi dense, tu peux pas trop prendre de retard, tu peux pas te permettre de changer de style de jeu tout le temps, constamment, ou faut être très fort pour le faire. Et puis oui, tu vas jouer sans ton meilleur joueur, donc tu vas forcément laisser filer quelques matchs à cause de ça. Donc c'est une raison de se dire que les Clippers risquent d'être un peu moins compétitifs que ce qu'ils pourraient espérer l'être, quoi. On ne sait pas combien de temps il va manquer, on ne sait même pas s'il va manquer du temps. En fait, là, on part tout de suite dans le pessimisme parce qu'on est échaudé par la carrière de Kawhi Leonard parce qu'il y a des joueurs qui sont souvent blessés, mais en général, les timelines pour les retours, c'est assez clair. On sait quand ils vont revenir, on a des informations tout le temps. Avec Kawhi, on ne sait jamais vraiment, en fait. Avec les Spurs, c'est ça qui a provoqué la séparation. Même avec les Clippers, parfois, on disait le staff dit qu'il peut jouer, mais lui, il consulte ses propres médecins et il n'est pas prêt à jouer. En fait, on est reparti pour de l'incertitude. Moi, c'est ça qui m'inquiète. Si on savait qu'il serait prêt pour, je sais pas, qu'il va peut-être manquer le premier mois et que derrière c'est bon, ça va. Là, on te dit juste, ils sont optimistes que ça puisse aller pour le début de la saison, mais c'est dur d'être optimiste malheureusement. Et moi, j'avoue que ça m'a un peu cassé en voyant l'équipe quand on en parlait l'autre jour, on se disait c'est vrai que franchement c'est pas mal. Ils ont fait un recrutement plutôt cool. Harden, ça peut être très suffisant. Deuxième option s'il est bien. Sans Kawhi, c'est compliqué. Et puis il va peut-être rien manquer, mais par réflexe, on se dit qu'il va manquer des matchs. Et tu parlais de 60 matchs, ce serait presque déjà bien, vu que la saison commence comme ça. Non, mais moi, je dis pas qu'il sera forcément pas là au début de saison, mais je me dis que là, en fait, son genou, c'est que c'est encore problématique et que c'est qu'il y a des moments dans la saison où son genou, il va être gonflé, et puis il y a une semaine entière où il va pas jouer, puis il faudra se remettre en rythme. Et du coup, tu as une équipe des Clippers dont le franchise player pendant ce temps-là, ça va être James Harden à 35 ans et dont on ne sait pas s'il est encore capable de le faire. En fait.
C'est ça. Après, je pense que Tyronn Lue, il sait naviguer avec ce genre de choses. Et James Harden, autour de lui, il a exactement les. Tu vois, il a des mecs qui défendent et qui mettent des 3 points. Donc, je pense et il a un bon partenaire de pick and roll avec Ivica Zubac. Donc, je pense que l'équipe sans Kawhi, elle n'est pas moche. Mais le problème, c'est que tu es à l'ouest, en fait. Elle est juste trop légère pour l'ouest. Elle est peut-être pas trop légère de manière globale. Mais pour l'ouest, elle est trop légère, c'est sûr. Si tu n'as pas Kawhi, Enfin, ou si tu as Kawhi par intermittence, ou. En fait, tu peux perdre. Imaginons que cette équipe, elle gagne 44 matchs. 44 matchs, l'an dernier, tu n'es même pas au play-in, en fait. 44 victoires, tu vois. Et si tu as Kawhi 60 matchs, 44 victoires, ouais, tu vois, ça me semble difficile de viser beaucoup plus que ça, quoi. En sachant que le plan de Ballmer, comme il l'a exposé pour la nouvelle salle, c'est de jouer les playoffs tout de suite, d'avoir une équipe assez clinquante tout de suite. Et c'est le cas, honnêtement. Si tes deux meilleurs joueurs, c'est Kawhi Leonard et James Harden, c'est sympa. Tu habites à Los Angeles, tu es fan des Clippers, tu as envie d'aller voir les matchs, je comprends. Sans qu'il y ait les mêmes ambitions qu'à l'époque où il y avait Paul George. Mais là, le projet, il est un peu. Si Kawhi manque vraiment beaucoup de temps, ce qui n'est pas encore sûr, là, je le répète, on est un peu alarmiste parce qu'on a vu la nouvelle comme ça en se disant non, c'est pas possible. On n'a même pas encore projeté les classements de saison régulière qu'on sait déjà qu'on va pas mettre les Clippers dans le top 8, quoi. Presque. En fait, des fois, je me demande à quel point son genou, il est. Tu vois, ça fait quand même beaucoup de blessures. Alors, je sais pas si c'est le même genou à chaque fois, mais ça fait beaucoup de blessures au même endroit. Ouais. Enfin, tu peux te demander comment ça va se passer la fin de sa carrière. Il est sous contrat jusqu'en 2027 avec 50 millions à la clé. Les Clippers, ils n'ont pas de porte de sortie pour l'instant. Là. Ils n'ont pas une alternative pour retrouver vraiment les sommets et ils ne peuvent pas non plus se permettre d'être très bas. Enfin bref, c'est une situation, c'est une période qui va être un peu délicate pour. J'espère qu'on s'est emballé dans le mauvais sens du terme et qu'on va apprendre qu'il sera là même dès la reprise et que là il est juste ménagé. Mais le training camp, c'est généralement quand même important pour les équipes et pour les joueurs s'il est toujours en convalescence. Et le fait qu'on l'ait pas su pendant l'été, enfin, je sais pas si toi tu le savais, mais moi j'ai appris là qu'il avait subi une intervention au genou et pour un joueur qui a ces soucis de genou là, c'est jamais, c'est pas anecdotique. Non, moi je savais pas non plus, je pense qu'on vient de l'apprendre là, mais après le moment où il a finalement pas été avec Team USA, ça laissait penser qu'il y avait quelque chose quand même, tu vois déjà. Ouais. Ça laissait penser qu'il y avait un petit pépin, que c'était pas juste du repos. Et c'est vrai que j'avais oublié cette espèce d'imbroglio avec les Clippers qui disaient bah non c'est Team USA et puis Team USA qui dit bah c'est plutôt qui sous-entendait que c'était plutôt les Clippers. Bah, c'est vrai que j'avais oublié ce petit épisode là aussi, ouais. T'as raison, et sur le flou, la communication choisie sur Kawhi Leonard, enfin, ou celle qu'il a choisie lui, ou ses franchises, en tout cas, depuis son départ de depuis San Antonio, c'est toujours très, très, très délicat et très, très spécial. Ouais. Bon, allez, on passe à la WNBA, aux matchs qui ont eu lieu cette nuit. Shai, je vais te laisser nous faire un petit débrief de cette nouvelle soirée de playoff avec les victoires de New York et de Las Vegas. Tout à fait. Il y avait 2 matchs, donc 2 des 4 matchs du premier tour, des Game 2 donc, qui avaient lieu cette nuit. Il y avait Las Vegas contre Seattle, le deuxième match, et New York contre Atlanta. Les deux équipes ont plié la série comme prévu, 2-0, et vont s'affronter en demi-finale pour un remake de la dernière finale, et surtout une finale avant l'heure. C'est les deux équipes qui sont favorites depuis le début de la saison, avec les deux plus gros effectifs aussi. Et elles seront au rendez-vous, quoi. Les Aces, alors, faut quand même préciser que les deux équipes n'ont pas joué un basket parfait sur ce premier tour. Elles n'ont pas encore montré leur meilleur niveau, je trouve. Les Aces ont donc battu Seattle 83-76 avec une paire Kelsey Plum et A'ja Wilson en grande forme. Kelsey Plum qui a mis 29 points, 11 sur 15 en lâchant des gros mots dans tous les sens, comme quand elle est locked in dans les matchs. On aime bien quand elle est comme ça. Et A'ja Wilson, 23 points, 13 rebonds. La MVP fraîchement élue qui est devenue numéro 1 du nombre de matchs de playoff avec au moins 20 points et 10 rebonds déjà. C'est son 13e en carrière, c'est un de plus que Tamika Catchings et Candace Parker qui sont des légendes de la WNBA. Donc Vegas qui sans franchement briller, mais face à un adversaire quand même valeureux est passé. Du côté de Seattle, il y avait Gabby Williams, évidemment, qu'on suit toujours, qui a franchement été encore excellente. Elle a fini meilleure marqueuse cette nuit. Toujours cette interrogation quand elle est arrivée, est-ce qu'elle va retrouver un statut
comme avant, role player, tout ça. Bah, là, même avec l'équipe au complet ou quasiment au complet, elle est meilleure marqueuse de Seattle avec 20 points cette nuit, à 8 sur 16. Elle ajoute 5 rebonds, 3 passes et une interception. Et bon, ça n'a pas suffi parce qu'il y a quand même un écart de niveau. Il y a un écart de coaching, je pense, de niveau de coaching aussi, si je peux me permettre. Et je pense que le Storm va changer de coach la saison prochaine. Noel Quinn sous-entendait que, voilà, que les résultats n'avaient pas été aussi bons qu'espérés. Et à mon avis, ça va prendre un coach un peu plus peut-être expérimenté la saison prochaine, ce qui changera quand même pas mal de choses. Mais voilà, Gabby Williams qui va donc maintenant s'envoler pour la Turquie avec son nouveau club du Fenerbahçe. C'est des champions d'Europe en titre, donc elle ne rejoint pas n'importe quelle équipe. Et donc le bilan pour Gabby Williams, si on peut le faire rapidement, c'est que son retour a été vraiment super, qu'elle est devenue une joueuse importante de l'équipe, qu'elle est free agent, si je ne dis pas de bêtises, qu'il y a des équipes qui vont la vouloir, qu'il y a une nouvelle franchise qui arrive en WNBA avec la possibilité d'offrir des contrats, les Valkyries à Golden State. Donc, Gabby Williams, pas sûre de rester à Seattle. Si elle reste, c'est très bien. Si elle peut aller ailleurs, prendre un beau contrat et avoir une situation où elle est mise en avant, je pense que ce sera une très bonne nouvelle. Oui, je pense que c'est une joueuse qui peut avoir des ambitions même individuelles pour la saison prochaine et notamment s'affirmer comme peut-être potentiel All-Star à voir, mais qui a clairement passé un cap et qui l'a montré. Je pense qu'elle peut être All-Star. Je pense qu'elle peut être All-Star. On n'était pas certain avec je leur dis à chaque fois le statut qui était le sien avant et c'est une joueuse qui est altruiste, qui fait les efforts défensifs, donc qui a jamais avant ça été vraiment mise en avant. Là maintenant, on voit que le potentiel, le talent offensif, il est là aussi. Donc je suis d'accord. Je pense que ça peut carrément être une All-Star la saison prochaine. Et du coup, alors à moins que sauf si tu voulais redire un truc sur ce match-là, mais du coup il y avait l'autre match aussi entre New York et Atlanta. Ouais, victoire logique de New York. Ouais, victoire logique. New York a plié l'affaire en étant. Alors là aussi c'était un peu poussif parce que le début de match a été vraiment à l'avantage d'Atlanta qui s'est bien battu, mais victoire de New York 91-82. Atlanta qui menait encore d'1 point au début du 4e quart-temps. Grâce à Alicia Gray, 26 points notamment, mais Liberty a accéléré. Sabrina Ionescu a fait un match énorme. Elle a été franchement. On dit que souvent ils ont la communication du Liberty ces dernières années, depuis l'arrivée de Breanna Stewart l'an dernier, c'était vachement autour de Breanna Stewart, qui était une star déjà établie quand elle arrive à New York. Mais c'est quand même en train de devenir l'équipe de Sabrina Ionescu, ou de redevenir vu qu'elle était là avant. Mais elle fait 36 points et 9 passes à 12 sur 23. C'est le record d'une joueuse de New York en playoff, dans un soir où Breanna Stewart, elle, a été limitée à 13 points. Et il n'y a jamais une joueuse en WNBA qui a fait cette ligne de stats-là avec autant de paniers à 3 points. Personne n'avait mis plus de 30 points, plus de 5 passes et plus de 5 paniers à 3 points dans un match en playoff en WNBA. Et Sabrina Ionescu l'a fait. Et je pense que c'est... Alors, je crois qu'elle a été... Je ne sais plus si c'est les trophées Associated Press ou les officiels, mais elle a été mise dans le deuxième 5 de la saison. Je pense qu'elle mérite d'être dans le premier et c'est en train, si ce n'est déjà, d'être la meilleure meneuse de WNBA. Voilà. Yes, bon, on suivra ça. Est-ce qu'il y a des matchs ce soir, Shai? Oui, il y a la suite. Il y a la suite, les autres Game 2 du coup entre Connecticut, Indiana et Phoenix. Indiana. Voilà, Minnesota Phoenix, les deux. Connecticut mène 1-0 et Minnesota mène 1-0 aussi. Ils vont aussi essayer de plier l'affaire cette nuit. Allez, on débriefera ça demain. Je te propose qu'on termine avec Tony Allen, dont le maillot sera retiré. On a parlé de maillot retiré hier pour Vince Carter. Ouais. Tony Allen sera lui aussi mis à l'honneur cette saison par les Grizzlies. Évidemment, les Grizzlies vont retirer le maillot de Tony Allen. Tu vois, hier, quand on discutait, on se disait, pour toi comme pour moi, on a quand même l'envie que les maillots retirés, ça soit toujours un peu quelque chose de spécial et que ça soit réservé à un tout petit nombre. Et le cas de Tony Allen, il est intéressant parce que là, on est clairement sur un role player qui a son maillot retiré, mais un role player qui, quelque part, a été vraiment emblématique de l'identité de jeu de son équipe. Donc, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus, savoir ce que tu en penses de ce maillot retiré de Tony Allen. Tout dépend des franchises, en fait. On le disait l'autre jour, pour avoir son maillot retiré au Celtics, il faut faire des choses incroyables. Tu peux pas juste avoir été champion. Il faut vraiment avoir marqué les esprits, tellement il y a de maillots qui ont été retirés. Pour Memphis et pour les Grizzlies, il n'y a pas une histoire très très ancienne. Donc l'équipe qui a marqué les esprits, c'est celle du grit and grind avec notamment Tony Allen, qui était surnommé le Grindfather. C'était, tu l'as dit, le mec qui représentait peut-être le mieux l'identité. Il y a déjà Marc Gasol et Zach Randolph qui ont eu leur numéro retiré. Donc là, pour le coup, même si je suis quelqu'un de conservateur en matière de retrait de maillot,
ça me choque pas qu'il soit intégré à ça parce qu'il représentait vachement cette mentalité-là. Et en plus, ils ont été compétitifs pendant qu'il était là, Tony Allen. Il a joué 7 ans à Memphis et ils ont toujours joué les playoffs. Alors, il n'y a eu qu'une seule finale de conférence. Ouais, c'est ça, une Ouais, seule c'est finale de ça, conférence. en 2013. Ouais, mais l'équipe a toujours été compétitive et lui, il a été adoré à Memphis, même sans être All-Star, même sans être un gros scoreur. Il a vraiment incarné quelque chose et c'est ça, ça jouait dur, ça jouait la défense, ça se bastonnait et puis et il a été dans des meilleurs 5 défensifs en plus, Tony Allen. C'était vraiment un très très bon défenseur, souvent cité par les grands attaquants de la ligue, Kobe et compagnie, ont toujours cité Tony Allen comme l'un des défenseurs les plus rugueux, souvent celui qu'ils aimaient le moins affronter. Et donc, voilà, là pour le coup, ça me fait même plutôt plaisir pour Memphis qui va pouvoir faire une petite fête à Tony Allen qui a eu des soucis avec la justice, si je ne dis pas de bêtises récemment, ça va lui faire un peu de bien. Yes, moi je suis comme toi. C'est vrai que pour les Grizzlies, je me dis que ça a du sens. Je pense qu'ils retireront aussi le maillot de Mike Conley quand il prendra sa retraite. Et voilà, ils auront les 4 cadres de cette équipe, de cette époque, qui est la meilleure époque de leur histoire. Effectivement, l'histoire est courte. C'est une franchise qui a commencé à Vancouver. Je sais pas, ça doit être 95 l'expansion, si je dis pas de bêtises. Je crois. Quelque chose comme ça. Et qui n'est pas resté longtemps à Vancouver. Ils ont déménagé, je sais plus, 2001 ou 2002. Donc quelque part, voilà, dans l'histoire des Grizzlies, c'est très court. Je comprends qu'un mec comme Tony Allen ait sa place. Mais tu vois, par exemple, est-ce que je faisais la comparaison avec Boston et un joueur du profil de Tony Allen, un peu meilleur offensivement sans doute, mais tu prends Marcus Smart par exemple. Tu vois, Marcus Smart, il a un profil de mec à Boston, il a incarné quelque chose, on est d'accord. Enfin, il a été un peu l'âme de l'équipe. Ils ont été compétitifs tous les ans. Mais il jouait à Boston, ils ont gagné, il jouait à Boston, c'était pas la star de l'équipe, donc lui, il n'aura pas son maillot retiré. S'il avait joué à Memphis dans les mêmes conditions, peut-être que là, ça aurait Ouais, fonctionné. bien sûr, c'est là où tu as raison, où tu dis, au final, c'est un cas franchise par franchise, quoi. Ouais. C'est dans le cas des Celtics, tu payes l'histoire très chargée de tous tes prédécesseurs qui ont gagné des titres, et aujourd'hui, pour ton maillot retiré à Boston, faut être une légende absolue. Alors qu'effectivement, à Memphis, il y a de la place. La question, elle se posera plus dans 70 ans, quand certaines franchises auront 30 maillots retirés. Est-ce il y en a qui seront retirés du plafond pour le coup? Mais là, voilà, aujourd'hui, avec l'histoire actuelle des Grizzlies, je comprends, ça a du sens quand même. Après, bon, je trouve pas ça extrêmement important, mais enfin, pour moi personnellement, mais ça a du sens, je trouve, ce qu'on fait. Tony Allen, quand même, ça reste le mec qui a mis une patate à O.J. Mayo dans un avion parce qu'il voulait pas lui payer ses dettes de jeu de cartes dans l'avion. C'est pour expliquer un peu aux gens la mentalité. Je pense qu'elle n'est pas blaguer avec lui. Ah ouais, c'est vraiment le joueur, tu pouvais pas, très apprécié par ses coéquipiers, mais si quelqu'un faisait le malin, voilà, c'est un joueur à l'ancienne, on va dire. Allez, on va s'arrêter là-dessus. On se retrouvera demain pour un autre CQFR. Voilà, portez-vous bien et bonne journée à tous. Ciao, bonne journée. Ciao, ciao.